Donc, pour commencer, quand l'on évoque la résistance, on songe le plus souvent au réseau constitué par les services alliés, le SOE, l'OSS et la France libre, pour assurer des missions de renseignement, collecter les informations sur l'emplacement, les mouvements des troupes allemandes, des missions d'évasion, notamment pour les aviateurs alliés. Il faut savoir que construire un avion prenait du temps, mais former un pilote en prenait encore plus. Et donc, il était très important de faire en sorte que les aviateurs abattus puissent reprendre le combat rapidement. D'où la constitution de ces réseaux, et puis des missions d'action, des sabotages, des exécutions, on en a parlé ce matin, et puis enfin, quand on pense à la résistance, on pense à l'action des maquis à partir de 1943, et surtout à l'été et à l'automne 1944, en liaison avec les opérations de débarquement et les liaisons de libération. Vu ainsi, la résistance par l'art et la littérature peut sembler une forme de résistance secondaire au regard des objectifs militaires et même annexe. Cette affirmation mérite cependant d'être nuancée. L'une des premières formes de résistance menées en France, occupée par les groupes qui se constituent, d'ailleurs d'abord individuellement, une fois passé le choc de la défaite, consiste à contrer la propagande de l'occupant allemand et des autorités de Vichy, et à diffuser dans la population ce que la censure essaie évidemment de lui cacher, à travers des graffitis, des tracts, des journaux clandestins. Des Français, individus ou groupes, entendent manifester leur rejet de l'occupant et de Vichy, leur conviction que l'Allemagne n'est pas invincible, que la seule solution pour la France n'est pas de collaborer avec elle pour trouver une place dans le nouvel ordre européen, et que la France sera libérée dans un avenir proche par les forces alliées. C'était le propos du thème, d'ailleurs, communiqué pour résister en 2012-2013. Or, la résistance par l'art et la littérature est une composante de cette guerre des idées et des slogans qui visent à la conquête des opinions. Il s'agit de manifester son opposition à l'ordre nouveau, de moquer ou de dénoncer l'occupant et les collaborateurs, de manifester la légitimité du combat de la résistance. On peut s'étonner sans doute que le thème « Résister par l'art et la littérature » associe le combat de la résistance intérieure, en France occupée, le combat de la France libre hors de France, et cette autre forme de combat, de résistance, qui est la lutte pour la survie dans les prisons et les camps d'internement et de concentration. Si le combat en France occupée et hors de France a à peu près les mêmes objectifs, il ne présente évidemment pas les mêmes risques. Celui qui rédige un texte, qui le diffuse, qui le lit, un tract, un journal clandestin, un livre clandestin, celui qui trace un graffiti sur un mur peut à tout moment être arrêté. Ces risques sont tout de même plus exceptionnels dans le cadre de la France libre. De même, le souci premier du prisonnier ou du déporté n'est pas de dénoncer l'ennemi ou ses collaborateurs, mais de survivre. Le combat n'est pas du même ordre. Il n'empêche, une unité logique et des connexions sont décelables entre ces trois formes différentes de résistance par l'art et la littérature. Sans doute existe-t-il un fort cloisonnement entre la résistance intérieure, la France libre, et les personnes internées et déportées. Rejoindre la France libre pour un résistant de France occupée, c'est entreprendre une véritable odyssée, pour reprendre le terme employé par Pierre Brossolette dans l'un de ses fameux discours. Une odyssée qui peut prendre des mois, dans certains cas des années, avec des risques d'emprisonnement. Je pense notamment aux évadés de France par l'Espagne, mais je pense aussi aux prisonniers de guerre qui, à l'image de Jean-Louis Crémieux-Briac ou de Alain de Boissieu, se sont évadés des camps de prisonniers d'Allemagne par l'Est, ont rejoint la Russie où, étant donné les accords germano-russes de 1939, ils ont été internés, et ce jusqu'à l'invasion soviétique de juin 1941, où là, ils ont pu effectivement rejoindre l'Angleterre. L'arrestation par la police française, italienne ou allemande représente également pour le résistant une coupure nette. Toutefois, il est bon de rappeler que la résistance intérieure est elle-même considérablement divisée
dans une France qui, de 1940 à 1944, est elle-même morcelée non seulement entre la zone occupée et la zone non occupée, également appelée zone libre, mais aussi la zone rattachée au nord, le Nord-Pas-de-Calais en bref, qui est rattachée au commandement de Bruxelles, la zone côtière interdite, la zone réservée au nord-est et la zone annexée d'Alsace-Moselle, sans compter la zone d'occupation italienne au sud-est. En dépit de tous ces cloisonnements, des continuités existent. Continuité des personnes, d'abord. Celui qui résistait par l'art et la littérature en France occupée pouvait continuer à le faire dans la France libre. De même, celui qui combattait par la plume ou le dessin en France pouvait le lendemain trouver en eux les ressources pour survivre en prison ou dans les camps. Continuité des œuvres aussi. De nombreux tracts, journaux, livres clandestins créés et diffusés en France ont été envoyés en Angleterre, où un effort d'édition et de réédition, tant de la France libre que des Alliés, a pu leur assurer une diffusion mondiale. Cet effort d'édition et de réédition des œuvres françaises hors de France est l'un des grands apports de la France libre et des Alliés. C'est le cas notamment du Silence de la mer de Vercors. Donc la nouvelle, le Silence de la mer, Vercors, c'est un pseudonyme. Le vrai nom de Vercors, c'est Jean Brulaire. Cette nouvelle est parue en février 1942 aux éditions de Minuit, dont c'était le premier titre. Les éditions de Minuit ont été créées à Paris en 1941, donc par Jean Brulaire et par Pierre de Lescure. Le texte a été transmis à Londres à l'automne 1942 et publié en feuilleton dans le journal gaulliste La Marseillaise, puis a connu de nombreuses rééditions qui lui ont assuré une diffusion mondiale. Et là, vous voyez une édition en feuilleton de France-Orient qui a été publiée aux Indes et qui a édité à partir d'octobre 1943 en feuilleton Le Silence de la mer. Vous voyez ici la première page de la deuxième livraison de ce feuilleton qui est paru dans le numéro 31 de novembre 1943. C'est aussi le cas pour la poésie d'un poème aussi célèbre que Liberté, paru en juin 1940 sous le titre Une seule pensée dans la revue littéraire Fontaine, édité par Max-Paul Fouché à Alger depuis 1939. Il est repris à Londres dans la revue La France libre dès le 15 septembre 1942 avec deux autres textes, le poème Cantos de Pierre-Emmanuel et un papier d'Albert Béguin contenant des citations de poèmes de Jules Supervielle, de Pierre-Jean Jouve, de Pierre-Emmanuel et de Louis Aragon. A l'inverse, des œuvres qui sont nées hors de France ont pu trouver, grâce à la radio ou au parachutage par la Royal Air Force, une diffusion en France. Citons le cas du chant des partisans que nous avons chanté ce matin, de Joseph Kessel, de Maurice Druon et d'Anna Marly. D'ailleurs, des œuvres conçues dans la clandestinité ont également pu connaître une diffusion plus large en France même, par les mêmes moyens. Nous allons d'abord commencer par voir les contours du thème et les limites choisies par l'équipe de la Fondation de la Résistance qui a piloté la brochure que je vous ai montrée tantôt. Le CNRD est un concours historique. À ce titre, ce sont les limites données à l'art et à la littérature dans les années 1940 qui ont été adoptées et non pas les nôtres. Les discours, mémoires, carnets, lettres sont exclus, sauf quand ils ont un contenu ou un objectif évidemment littéraire. Certains cas extrêmes ont fait l'objet de discussions. Ainsi, les documentaires réalisés en 1943 et 1944 pour présenter les maquis, je pense aux films Ceux du maquis et La Libération, ont été rejetés parce qu'ils ont un objet purement d'information ou de propagande et ne prennent pas en charge toute une tradition artistique dans la manière de filmer. La photographie a pour les mêmes raisons été globalement exclue. Un cas extrême a fait l'objet d'un débat, celui des photos prises en Afrique équatoriale française pendant la guerre par Germaine Krull, une photographe allemande qui était devenue responsable du service d'information en Afrique française libre. Elles n'ont pas été retenues car il est établi, Germaine Krull en atteste elle-même dans ses écrits, que ces photos qui avaient pour objectif de présenter l'effort de guerre de l'AEF à travers la culture du caoutchouc correspondaient à une commande, qu'elles ne reflétaient pas le fait qu'il s'agissait d'un travail forcé, car il faut savoir que dans les colonies,
les colonisés étaient soumis jusqu'en 1946 à un travail forcé. C'est l'Assemblée constituante qui l'a aboli. Donc ces photos avaient été soumises à la censure, comme de toute façon dans tous les territoires en guerre. Il n'y a pas, la France était... la censure était pratiquée en France, mais elle était pratiquée aussi en Angleterre, aux États-Unis. La censure n'avait pas de limite. Et donc, de ce fait, il a été considéré qu'on devait les exclure. Pour des raisons similaires, nous avons en revanche décidé, nous, à la Fondation de la France Libre, de présenter dans notre dossier documentaire complémentaire cette photo. Elle est l'œuvre du docteur Robert Zimmer. Elle a été publiée en février 1941 à Paris, à la Librairie française de documentation, dans un recueil intitulé « Reflets de Paris, impression d'un soldat allemand, 24 photographies de Paris », et qui était un ouvrage publié en français et en allemand. Dans sa préface, l'auteur explique, je cite, « La guerre m'a conduit à Paris pour y accomplir mon devoir militaire. Dans la capitale de la France, j'ai été frappé par la fluidité de l'atmosphère, les paysages délicats et changeants du ciel, la grâce et la variété des tonalités, l'extraordinaire éloquence de la pierre, la somptueuse élégance des perspectives. Au gré des flâneries émerveillées, il m'a semblé découvrir ce qui fait le charme complet de la ville lumière, et j'ai réuni ces images en souvenir. » Donc ce livre est un exemple de la propagande allemande qui affirme évidemment la correction de l'occupant, qui n'a qu'un souci, c'est de favoriser le maintien de l'éclat de la France sur le plan culturel. Ce livre a fait l'objet d'un compte-rendu évidemment très positif dans l'illustration du 12 avril 1941, et l'illustration a choisi de publier notamment ce cliché. En août 1942, France Orient, une revue donc de la France Libre publiée en Inde entre 1941 et 1944, et qui bénéficie d'une publication sur tout le pourtour de l'océan Indien, reprend cette photo d'illustration, qu'elle agrémente d'un commentaire que vous pouvez lire en dessous. Cette orgueilleuse et rigide photographie a été prise par le docteur Robert Zimmer, officier dans l'armée allemande d'occupation, et publiée par l'Illustration, périodique devenu pro-nazi. Donc, on a à la fois un commentaire d'ordre esthétique, orgueilleuse et rigide photographie, mais aussi un commentaire politique sur, effectivement, le fait que la presse qui est en zone occupée est de fait sous contrôle nazi et est devenue pro-nazi. Donc, il nous a semblé que cette photo était intéressante justement parce qu'elle montre comment des résistants peuvent démonter la propagande. Et en l'occurrence, comment l'esthétique est mise au service de la propagande allemande et comment les résistants voient bien l'utilisation de l'esthétique au service de la propagande et rendent coup pour coup aux Allemands. Deuxième point que cet exemple permet d'illustrer, s'il y a une résistance par l'art et la littérature, c'est en réponse, je le disais, à une instrumentalisation de cet art et de cette littérature par l'occupant allemand et le gouvernement de Vichy. Pour les Allemands, il s'agit de montrer que leur présence ne remet pas en cause la culture française ni le statut de Paris comme capitale mondiale de l'art. C'est pour ça que Picasso n'est pas inquiété, par exemple. Ils l'utilisent pour en faire une vitrine de la collaboration de la France occupée à l'ordre nouveau européen promu par eux. Du côté de Vichy, c'est un peu différent. On a une captation de la culture scolaire et populaire au service de la glorification de Pétain. En réaction, donc, les résistants vont s'efforcer de démontrer que leur combat est plus représentatif de la réalité française que ce que la propagande de Vichy et des Allemands essayent de faire. Réfléchir sur un thème comme résister par l'art et la littérature suppose de prendre en compte les différents supports concernés, écrits de fiction, poésie, dessin, peinture, cinéma, théâtre, chant, musique, sculpture, gravure, etc. Certains peuvent être surreprésentés comme la poésie, d'autres presque absents comme le cinéma ou le théâtre, en tout cas dans le contexte de la France occupée. Je vous renvoie à la mise au point faite en page 9 de la brochure sur la question
de l'art de contrebande dans le théâtre et le cinéma, et sur le fait que le public voit dans certaines œuvres un message résistant qui ne correspond pas à la volonté de l'auteur. En effet, il est un autre aspect qu'il faut prendre en compte, c'est le but que s'est assigné l'artiste quand il a créé l'œuvre considérée. Cela suppose de la part des Français ayant recours à l'art et à la littérature un bagage culturel qui implique, au moins pour la littérature ou la peinture, une scolarisation ou un apprentissage que l'on peut acquérir dans un milieu cultivé. Ainsi, Marie-Josée Chambardelot grave dans sa cellule de la rue des Saussets, siège de la Gestapo à Paris, des vers de la mort du loup de Vigny sur le stoïcisme devant la mort, alors qu'elle-même est torturée. De même, le poème que vous pouvez retrouver, page 6 de la brochure, souvent intitulé « Collaboration », je vais vous le montrer, hop là, est diffusé sous la forme de tracts clandestins, réactive le procédé du poème à double lecture, horizontale et verticale. Donc comme ça, et comme ça. Vous voyez, il y a une séparation. Donc, qui remonte aux poètes du XVe siècle, les fameux grands rhétoriqueurs. Le document que vous découvrez ici à gauche, intitulé « Savoureuse mystification », correspond à quelques mots près au tract qui est reproduit dans la brochure. Comme indiqué dans le chapeau de l'article, il a été transmis à Londres avec une mention que je précise qui est inexacte. Paris Soir aurait eu la naïveté de le faire paraître dans son édition parisienne sous contrôle allemand, ce qui est faux. Des recherches ont été faites, on n'a pas retrouvé ce poème. Il a été repris dans la presse alliée. Le Times en Angleterre le publie le 25 avril 1941 sous le titre que je trouve savoureux « Paris Soir qui nazi pense ». Aux États-Unis, Justin O'Brien le fait paraître dans The Nation le 10 mai 1941 dans un article intitulé « A Poem from France », plus classique. Il s'agit ici de l'édition du journal France d'abord, à Brazzaville, qui le publie en page 4 de son numéro 9, le samedi 31 mai 1941, dans un article intitulé donc « Savoureuse mystification ». Comme vous pouvez le constater, il s'inspire d'un texte plus ancien, d'inspiration royaliste et anti-bonapartiste, publié dans la Gazette anecdotique littéraire, artistique et bibliographique en 1879. Vous voyez le haut vers 2, l'éternelle Angleterre est indigne de vivre, la famille royale est indigne de vivre, etc. On retrouve des structures assez similaires. Les résistants font appel à toute une tradition artistique et littéraire qu'ils peuvent réactualiser ou pasticher, comme le fait Jean Gommier dans son recueil « À la manière de 1942 », publié à Beyrouth en 1942. Vous retrouverez le texte sur notre site internet. Pas tous les textes, mais une partie des textes, où il imite le style des grands poètes français pour dénoncer Vichy. On a aussi une réactivation des grandes figures patriotiques du passé, Jeanne d'Arc évidemment, mais aussi des personnalités de la Grande Guerre, des écrivains comme Péguy ou Barrès, des militaires comme Foch ou Joffre, des politiques comme Poincaré ou Clémenceau. A l'inverse, le dessin, la caricature, même s'ils peuvent, quand ce sont de véritables artistes qui sont à l'œuvre, réactiver des formes artistiques anciennes, ne nécessitent pas forcément, pour une parfaite compréhension, une maîtrise de la tradition artistique et peuvent de ce fait toucher un public plus large. Les deux dessins que vous voyez ici sont l'œuvre de William Bill Hooper, un dessinateur britannique enrôlé comme mitrailleur dans la Royal Air Force, l'armée de l'air britannique. Donc, employé dans le personnel au sol, il se fait connaître à l'époque en créant en 1941 avec Anthony Armstrong, qui est un éditeur de manuels de formation, le personnage du pilote officier Percy Prune, que vous ne connaissez certainement pas, mais qui en Angleterre est très connu dans les milieux de l'aviation. Un pilote maladroit et distrait, qui est publié par une revue qui est éditée par l'Air Ministry, le ministère de l'air britannique, entre avril 1941 et mars 1946, pour expliquer aux pilotes simplement comment sauver leur vie et leur avion en temps de guerre. Donc le personnage est devenu si populaire que dans l'argot de la Royal Air Force, durant la Seconde Guerre mondiale, prune désigne un pilote maladroit et distrait, et plus largement, finalement, toute personne ridicule et embrouillée.
la particularité de Percy Prune est d'avoir détruit plus d'avions alliés que d'avions allemands. Donc, Hooper ayant sympathisé avec les aviateurs du groupe de chasse français libre Alsace, il va illustrer leur journal de marche. Le journal de marche du groupe Alsace est très intéressant parce que c'est un journal de marche qui fait appel énormément à l'humour. Dans le texte, le premier rédacteur de ce journal de marche, Philippe Béraud, est aussi le premier mort du groupe. C'est quelqu'un qui, dans son texte, insiste, parce que le journal de marche, en fait, relate ce que les aviateurs ont fait dans la journée. Et, en fait, on va, dans ce journal de marche, insister sur les pointes d'humour. Par exemple, régulièrement, on va trouver, jour après jour, Pierre Klosterman est très content de lui. Pierre Klosterman est très content de lui. Donc, un running gag, donc toujours un esprit très plaisant. Et donc, ça se retrouve aussi dans les illustrations. Généralement, ces journaux de marche, pour les aviateurs, illustrent deux choses, les scènes de combat et font des photos de groupes ou d'aviateurs. Et donc, on va avoir donc ce dessin de Hooper qui représente un aviateur FAFL sous la forme d'un chevalier du Moyen-Âge sur sa monture qui abat l'aigle allemand. Et à côté, vous avez l'autre exemple, c'est-à-dire vous avez Bernard Dupérier, l'un des plus célèbres chasseurs du groupe Alsace. Donc, vous voyez qu'on a pris la photo du visage et qu'on a autour dessiné une scène. Donc, Bernard Dupérier qui est présenté comme « A Knight of Death Sweeps ». Alors, ça, on peut traduire par un chevalier des balais de jour. Sweeps a un double sens qui explique la brosse que vous voyez tenue par le personnel au sol, qui est présenté comme un écuyer. C'est à la fois un balai-brosse et un type d'opération, c'est-à-dire que les sweeps, ce sont des opérations de chasse libre sur le territoire ennemi. Un chasseur peut être là pour protéger un groupe de chasse. Généralement, ce n'est pas la mission qu'il préfère. En revanche, aller chercher les chasseurs ennemis pour un combat singulier, ça c'est ce qu'ils aiment, et c'est ce qu'on appelle les sweeps. Donc vous voyez un jeu de mots qui illustre bien l'humour de Hooper. Maintenant, nous allons voir les différentes formes de résistance par l'art et la littérature. En France occupée d'abord, la résistance par l'art et la littérature va prendre la forme de graffiti, de tracts, de journaux ou de livres clandestins. Vous voyez ici la une du numéro 3 de l'Art français, un journal clandestin paru en novembre 1942, qui comprend une défense de l'art moderne, prenez garde à la peinture, puisque à l'époque, on dénonce tout ce qui est art moderne, on appelle à un retour à une tradition, et une dénonciation du pillage d'œuvres d'art opéré par les nazis en France, alors non pas dans les collections publiques, puisque Vichy continue la politique du gouvernement de la République pour protéger les œuvres qui ont été retirées, notamment, je pense, aux œuvres du Louvre, qui ont été retirées du Louvre et cachées. En revanche, Vichy ne protège pas les œuvres, les collections privées des Juifs. Et cet article met en avant le pillage de ces collections privées en disant justement, si nous laissons faire les Allemands sur ce point, bientôt, ils s'en prendront aussi aux œuvres publiques. Donc vous voyez ici un journal clandestin qui a fait l'objet, comme beaucoup d'autres journaux, d'envois à Londres et qui a fait l'objet aussi d'éditions, on pourrait dire dans ce cas-là de rééditions, dans des journaux de la France libre. En l'occurrence, ici, la revue La France libre, qui a été éditée à Londres par André Labarthe et Raymond Aron, et qui a choisi de publier, en l'occurrence, ici, un groupe d'articles dans ce même numéro sur les questions culturelles.
Donc vous aviez ces deux articles de l'Art français de novembre 1942. Vous aviez aussi un numéro de l'Université libre du 24 novembre 1942 et un numéro des Lettres françaises de novembre 1942 qui évoquait l'équipée de Weimar. Vous savez, les artistes français qui avaient été en voyage de propagande en Allemagne, avec la Gestapo et Ciel d'orage. Donc vous pouvez retrouver de toute façon ce groupe d'articles pareillement sur le site de la Fondation. Certains vont faire le choix de publier légalement des textes, ce qu'Aragon a qualifié de poésie de propagande. D'autres, au contraire, s'interdire toute publication. Alors la poésie de propagande, c'est, vous connaissez sans doute les poèmes d'Aragon, c'est-à-dire une apparence tout à fait innocente, mais derrière des sens cachés que le lecteur va comprendre. Cette résistance est le fait d'artistes confirmés ou de débutants, des professionnels ou non, des individus ou des groupes qui vont se coaguler pour former des mouvements de résistance. Au-delà de la volonté proprement artistique, qui doit être prise en compte, leurs œuvres manifestent une volonté de combat ou de témoignage qui peuvent faire l'objet d'une diffusion clandestine et donc forcément limitée auprès de la population française, ou rendre compte d'une époque à travers le point de vue de l'artiste, au-delà de l'expérience vécue. C'est le cas des artistes qui ont écrit, mais pas publié. Enfin, il est toute une pratique qui vise à exprimer une expérience résistante. Citons les cas de Jacques Barré, de René Char, des Chants du Maquis. À supporter aussi la dureté de l'engagement résistant. Tout cela, on le retrouvera aussi pour la France libre. Je viens à ce sujet. Donc, située hors de France, la France libre est elle aussi un mouvement de résistance extérieur avec une dimension dissidente. Rappelons que les armistices franco-allemands et franco-italiens de juin 1940 considèrent les Français libres comme des francs-tireurs, qu'à ce titre, ils peuvent être fusillés s'ils sont pris. Et certains ont failli l'être. Que Vichy les a condamnés par contumace, pas tous, mais un grand nombre, notamment les militaires, à la déchéance de la nationalité française, à la confiscation de leurs biens, à des peines d'emprisonnement, de travaux forcés, voire à la peine de mort, c'est le cas du général de Gaulle. Ceux-ci sont pris, si jamais les Français libres sont pris enfin ils ne sont pas encore Français libres, mais si des Français sont pris en tentant de rejoindre la France libre, ils peuvent être emprisonnés, ils peuvent être déportés et dans certains cas, fusillés. Je pense au cas d'Orange et de Devoissou qui sont justement fusillés en Normandie en essayant de traverser la Manche. Leurs camarades sont déportés en Allemagne. Donc, c'est aussi la France libre, donc c'est un mouvement dissident. C'est aussi un embryon d'État avec un gouvernement. À partir de 1941 et jusqu'en 1943, c'est le Comité national français. À partir de 1943, suite à l'entente avec les girodistes d'Afrique du Nord, on crée le Comité français de la libération nationale, en juin 1943, qui devient en juin 1944, juste avant le débarquement, enfin, dans la foulée du débarquement, pour être plus exact, le gouvernement français, le gouvernement provisoire de la République française. Donc, il a un gouvernement, il a aussi une représentation à l'étranger, ce sont les délégations à l'étranger, les délégués, et des territoires où s'exerce son autorité. Les territoires coloniaux jusqu'en 1943, puis à partir de 1943, la France métropolitaine avec la Corse, premier département métropolitain libéré. À ce dernier titre, la France va développer une politique culturelle menée par le commissariat à l'instruction publique de René Cassin et le commissariat à l'information qui est dirigé d'abord par André Dittelme, puis par Jacques Soustel.
Ces deux commissariats sont relayés localement par les autorités des territoires coloniaux. Je pense notamment au gouvernement général de Félix Éboué en AEF, et par les délégations à l'étranger, qui sont l'équivalent, je l'ai dit, des ambassades. Je précise d'ailleurs que les commissariats du CNF sont l'équivalent de nos ministères. Et donc, ces commissariats organisent et financent des maisons d'édition, des collections. Je pense à la Société des éditions de la France libre à Londres, dont le siège est au quartier général de la France libre, à Carlton Gardens. La collection Problèmes français, à Beyrouth. La collection France Forever, qui a le même nom que le Comité de la France libre américain, France Forever, qui est créé par Henri Laugier aux éditions de l'Arbre pour l'Amérique du Nord. Ils organisent et financent aussi des bulletins, des expositions, des spectacles, etc. Ils missionnent aussi des artistes. Ces artistes peuvent réaliser des affiches. C'est le cas de Marcita, que vous voyez à gauche, de son nom Marcita Bloch, qui est une peintre française d'origine juive, qui est installée dès avant-guerre en Amérique centrale et qui se fait connaître dans les années 30 en réalisant des paysages sud-américains. Cette affiche est conçue dans un contexte mésoaméricain. Vous voyez qu'elle est écrite en espagnol. Elle représente la croix de Lorraine avec la Marianne dans un fond bleu et la légende « Depuis le 18 juin 1940, la France souffre, lutte et espère ». Ces artistes réalisent aussi des timbres. Vous voyez à droite les timbres réalisés par Edmond Dulac, un illustrateur français qui est installé en Angleterre depuis 1904, qui a même été naturalisé britannique en 1912. Ces timbres ont été réalisés pour les colonies ralliées à la France libre, à la demande du général de Gaulle, qu'il a rencontré à la fin de 1940. Plus tard, de Gaulle lui a d'ailleurs demandé de réaliser un timbre pour la Libération qui représente la Marianne. C'est la fameuse Marianne de Dulac, également appelée Marianne de Londres. Dulac, d'ailleurs, a repris cette Marianne pour faire des billets de 500 et 1000 francs. L'article que vous voyez est un article Free French Colonial Stamps Design by Edmond Dulac, paru dans la Lettre de la France libre, News of the Free French Movement, un bulletin qui était publié en anglais par la Société d'édition de la France libre, en l'occurrence le numéro de février 1942. Donc, ce texte, vous voyez chaque sous-titre correspond en fait à l'un des timbres et chaque petit paragraphe décrit ces timbres, leur conception et leur sens. Je ne vais pas vous le dire, mais enfin, vous pourrez retrouver ce document pareillement sur notre site en entier. Il rédige aussi ces artistes et illustre des revues, des livres, des chants. Ces artistes peuvent être des volontaires engagés dans les forces françaises libres. C'est le cas de Joseph Kessel. Vous voyez ici la première page de L'Exécution, un chapitre extrait de L'Armée des Ombres, un roman qui est paru à Alger aux éditions Charlot dans le 3e trimestre de 1943, puis à Londres et à New York, pour célébrer le combat de la résistance en France occupée et le faire connaître aux anglo-saxons. C'est une caractéristique en fait des œuvres qui ont été composées par la France libre. Toute une partie de ces œuvres, en fait, s'intéressent, décrivent le combat de la résistance. Une autre va s'intéresser au combat des Français libres, mais il y a une part importante de textes qui, de fait, parlent de la résistance en France occupée. Kessel avait d'autant plus de raisons de connaître que lui-même avait été d'abord un résistant dans un réseau en France occupée avant de rejoindre Londres. Dans un premier temps, à Londres, il va être finalement l'écrivain de la France libre. On connaît évidemment de lui l'Armée des Ombres, le Chant des Partisans. Puis, en 1944, il va faire des missions dans les forces aériennes en direction des maquis, grâce justement au colonel Rémy,
qui avait constitué le réseau Confrérie Notre-Dame. Donc, suite à la parution de l'Armée des Ombres, la revue La France Libre va publier 2 chapitres de ce roman. D'abord, de manière un peu significative, le chapitre 4, « Ces gens sont merveilleux », qui est un texte écrit à la première personne, qui est à la gloire des Anglais. Donc, il n'est pas étonnant que dans une revue publiée à Londres, on commence par, effectivement, publier un éloge des Anglais. Puis, le deuxième chapitre publié, c'est le chapitre 2, l'exécution, qui décrit en fait la capture et l'exécution du traître Paul Douna dans le roman. Et donc, le premier chapitre est paru le 16 août 1943 et le second le 15 novembre 1943. Un autre volontaire engagé dans les forces françaises libres qui publie, c'est Robert Victor, que vous voyez à votre droite, qui publie sous le pseudonyme de Jacques Baïf. Alors, Robert Victor a publié avant-guerre 2 romans maritimes. Robert Victor est un officier de la marine marchande et écrivain un peu à la Joseph Conrad. Et c'est également le neveu par alliance de François Mauriac. À l'été 1940, il est pilote sur le canal de Suez et choisit de s'engager dans les forces navales françaises libres. Il va être affecté à bord du paquebot Félix Roussel, qui est transformé en transport de troupes et de munitions, avec lequel il va traverser la mer Rouge et l'océan Indien. En mai 1941, le Félix Roussel est en réparation après 2 torpillages à Bombay. On demande à Robert Victor, qui est connu, je le précise, en littérature sous le nom de Jacques Baïf, de prononcer devant les Français libres de Bombay une conférence sur François Mauriac, puisqu'il le connaît bien, puisque c'est son oncle par alliance. Et donc, devant le succès de cette conférence, on va lui demander de continuer en publiant une revue, France-Orient, qui va être éditée, donc qu'il va diriger de mars 1941 à février 1944, qui a été publiée par la section française de l'Information Office qu'il dirigeait. Alors, vous voyez ici donc Le Réveil, qui est une nouvelle qu'il a publiée en étant à France-Orient. Là, vous avez l'édition, une réédition de l'œuvre. Qu'est-ce que raconte Le Réveil? Eh bien, nous avons un couple de Français, Vieux Jacques et Louise, qui subit avec résignation l'occupation allemande, les privations, depuis la défaite de juin 1940. L'un de leurs fils, André, est prisonnier de guerre. L'autre, Pierre, est officier de marine de l'escadre de l'amiral Godefroy, qui est basé à Alexandrie. Car il faut savoir que on avait effectivement une escadre française à Toulon qui s'est sabordée en novembre 1942, une escadre à Mersel-Kébir qui a refusé de rejoindre les Antilles comme le demandaient les Anglais et qui a donc été attaquée. C'est les fameux combats de Mersel-Kébir qui ont permis à Vichy, évidemment, de faire ensuite toute une propagande contre les Britanniques, tueurs des marins français. Et il y avait une escadre à Alexandrie qui, n'ayant pas les moyens de s'opposer aux Anglais, a plus de manière moins suicidaire accepté d'être désarmé et de rester l'arme au pied. Certains de ces officiers, je pense à d'Estienne d'Orve, ont réussi à quitter l'escadre. Barbereau a réussi à s'enfuir sous les tirs de ses camarades, car on a tiré sur des Français qui voulaient rejoindre les Anglais. Et donc, ce second fils rejoint la France libre. Alors, dans un premier temps, quand les parents l'apprennent, ce n'est pas de l'admiration qu'ils éprouvent, c'est de la peur. Peur pour leur fils qui est emprisonné. Est-ce qu'il ne va pas y avoir des sanctions?
peur pour eux-mêmes aussi. Est-ce que l'occupant ne va pas s'en prendre à eux? Et l'histoire, c'est l'histoire d'un réveil, c'est-à-dire un éveil de ces gens-là à la résistance. Je ne vous en dis pas plus. Vous pourrez découvrir le texte en allant sur le site. Donc vous voyez, alors je termine quand même en disant, ce texte a été publié d'abord dans France Orient, et là vous avez l'édition de France d'abord qui était à Brazzaville dès novembre 1941, car c'est une caractéristique, je l'ai dit, de la France libre. Ils ont édité et réédité des œuvres venues de France, mais ils avaient une pratique, c'est qu'un journal, un livre qui paraissait hors de France, s'il était intéressant, faisait l'objet de réédition d'un journal à un autre. Et là, en l'occurrence, vous avez la reprise d'un journal à un autre. Ces artistes peuvent également appartenir, donc on a vu là 2 artistes qui sont des engagés volontaires, ces artistes peuvent également appartenir au comité de la France libre à l'étranger, comité et association, je dirais. Les comités de la France libre, ce sont des habitants, des Français installés à l'étranger qui décident dès l'été 1940, c'est souvent des anciens combattants, de s'organiser pour soutenir le combat du général de Gaulle, soutenir moralement, soutenir par la propagande, mais aussi soutenir financièrement. Et je parle aussi des associations, car en Angleterre, nous avons eu des associations confessionnelles, les protestants de la France libre, les chrétiens de la France libre, qui, malgré leur intitulé, étaient en fait les catholiques de la France libre, qui n'étaient pas... Bon, enfin, on ne va pas rentrer dans trop de détails. Et puis, on avait aussi des associations régionales. Les Bretons de la France libre, qui s'appelaient d'abord, jusqu'en 1942, Fidèle Armor, puis à partir de 1942, Sao-Braise et Vitarvro-Galec, qui veut dire en bon français « Debout Bretagne pour la France ». Et puis, l'association d'Alsace-Moselle, des Français libres de l'Alsace-Moselle, qui était en fait une réactivation d'une ligue patriotique d'Alsaciens mosellans qui avait été constituée pendant la Grande Guerre. Alors, ces associations ont aussi eu peu, mais quelques auteurs. Je vous cite ici l'exemple d'Émile Minot, qui était un représentant du patronat français d'outre-mer, puisqu'il dirigeait depuis 1923 le Crédit foncier égyptien et qui était engagé donc au Comité national français d'Égypte, le comité de la France libre locale. En 1943, la société d'édition Les Lettres françaises, qui était installée à Beyrouth, publie anonymement, c'est pour ça que j'ai mis son nom entre crochets, Histoire d'un petit Français, 1939-1942, imprimé sur les presses de l'imprimerie de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire. Donc vous voyez qu'il y avait des institutions locales qui ont servi de relais à la France libre. Là, c'est un enjeu aussi entre Vichy et la France libre. Le problème, c'est que tant Vichy que la France libre essayaient de représenter la France à l'étranger. C'était leur grande problématique. C'est-à-dire, qui allait gérer les lycées français à l'étranger? Qui allait gérer les associations comme l'Alliance française à l'étranger? Qui allait représenter la France auprès des gouvernements étrangers? Et donc, certaines structures ont rejoint rapidement la France libre, d'autres non. Donc, vous avez ce roman. Qu'est-ce qu'il raconte? C'est un roman pour la jeunesse. C'est une forme donc fictionnelle. Il raconte l'histoire d'un enfant qui, en 1939, au moment où son père est mobilisé, n'a pas 8 ans. Et donc, on va suivre cet enfant jusqu'à 1942. Avec sa mère, il connaît l'exode au moment de la débâcle de juin 40, avant de retrouver Paris sous l'occupation, de connaître les privations, jusqu'au jour où un inconnu lui remet une lettre de son père, qui est engagé dans les forces françaises libres, avec son fils aîné, Étienne, et qui leur demande de les rejoindre en Égypte. Donc il s'évade de France par l'Espagne et le Portugal. Auparavant, il traverse la ligne de démarcation,
Là, au Portugal, ils embarquent à destination de Brazzaville, puis de là, ils rejoignent le Caire. Et tout au long de leur parcours, ils rencontrent des Français libres qui leur racontent l'histoire de telle partie des forces françaises libres. Et donc, on arrive à reconstituer, par ce fait, l'histoire générale des forces françaises libres, les marins, les aviateurs, les différentes unités, qui a rallié, quand. Et arrivé au Caire, évidemment, ils retrouvent leur frère et leur père. Le frère qui forcément est engagé à la première BFL, qui va servir à Bir Hakeim. Et l'histoire se termine effectivement après la bataille d'El Alamein, après le débarquement anglo-américain au Maroc et en Algérie le 8 novembre 1942, et effectivement sur une note d'espoir sur, en fait, la libération est proche. Et donc, sous couvert du roman de fiction, il nous offre une présentation de la résistance et de la France libre. Oula. Enfin, plusieurs artistes choisissent de demeurer indépendants de la France libre, même si eux aussi, ils soutiennent son combat. C'est le cas de Roger Caillois. Vous voyez ici Devoir des écrivains, un article qui est paru dans France-Orient aux Indes en 1942. Alors là, je ne vais pas vous récapituler toute l'histoire, mais là encore, on a l'histoire d'un article de Roger Caillois qui fait l'objet d'une recension dans une revue, qui ensuite est résumé dans France-Orient. Et Roger Caillois explique effectivement quels sont les devoirs d'un écrivain français hors de France. Déjà, c'est de ne pas faire preuve de jactance, de faire preuve d'humilité. On doit tenir compte du fait qu'on ne subit pas ce que subissent les Français de France. On n'est pas dans les mêmes conditions. Mais en même temps, on ne doit pas rester silencieux, on ne doit pas être neutre sous prétexte qu'on est à l'abri. Parce que les Français en France n'ont pas la liberté de s'exprimer et donc on doit pouvoir dire ce qu'ils ne disent pas. Voilà quels sont les devoirs des écrivains français hors de France. Hop là. Donc c'est aussi le cas d'un écrivain comme Jules Supervielle, qui lui est en Uruguay, ou de Georges Bernanos, qui est au Brésil. Vous voyez ici la couverture d'Écrits de combat, qui est un recueil d'articles qu'il a publié dans différents journaux ou qu'il a diffusé à la radio. Et pourquoi Bernanos a été retenu alors que ce sont des textes, a priori, et Caillois aussi, alors que ce ne sont pas des textes littéraires? Parce que ce sont des écrivains au départ. Et que c'est en tant qu'écrivain qu'il nous parle, qu'il parle aux Français. C'est-à-dire que Bernanos, c'est l'auteur du Curé de campagne, c'est l'auteur de tous ces grands romans qui dit « Voilà, vous qui êtes mes lecteurs, voilà ce que je pense, voilà ce qui pour moi est bon pour la France ». Pour les dirigeants de la France libre, il s'agit de manifester, je l'ai dit, la légitimité de son combat par la voix des écrivains et des artistes, d'illustrer aussi le combat de l'intelligence française, d'exercer sa prérogative d'État, je l'ai dit, d'incarner la France en guerre auprès des opinions publiques étrangères, et donc des gouvernements et des populations françaises à l'étranger. Pour les comités, je l'ai dit, il s'agit de financer également. Pour les artistes et les écrivains, il s'agit de défendre les valeurs humanistes de la civilisation française, des valeurs de liberté qui sont remises en cause par le nazisme, de signifier que la défaite militaire de juin 40, ce n'est pas une défaite morale, ce n'est pas une défaite intellectuelle, que la France a toujours un message à donner au monde. Ce qui précède vaut également pour les équipes françaises qui travaillent sur des émissions radiophoniques. Je pense évidemment à l'équipe des Français parlent au français et d'honneur et patrie sur la BBC, pour notamment les parodies de chansons, Radio Paris-Mans, Radio Paris-Mans, Radio Paris est allemand, les sketchs aussi. Je pense aussi aux publications littéraires qui ont pu paraître dans les journaux et les revues à l'étranger. Donc, sauf exception, les Français de l'étranger qui mènent ce combat par l'art et la littérature ne s'exposent pas
comme les artistes clandestins de l'armée des ombres, au risque d'être arrêtés ou même tués. Combattants de l'arrière, ils peuvent voir leur immeuble écrasé sous les bombes ou leur navire englouti dans l'océan par une torpille. Mais ça n'a rien à voir au quotidien avec les combattants de l'ombre. Ceux des comités peuvent, dans le cas des concessions chinoises, subir la répression de Vichy et l'arrivée des troupes japonaises, mais c'est un cas exceptionnel. En revanche, si l'on entend la résistance par l'art et la littérature, comme dans la résistance intérieure, comme un moyen de rendre compte de l'expérience du combat résistant ou un moyen de tenir moralement face aux difficultés de l'engagement, alors il est un second cercle qui doit être pris en compte. Je veux parler du cercle des volontaires des forces françaises libres, qui ont pu être à la fois auteurs, diffuseurs et récepteurs de cette résistance par l'art et la littérature. Un exemple de réception. En juillet 1943, la première et la deuxième DFL ont été refoulées de Tunisie par le général Giraud, qui est commandant donc, des forces d'Afrique du Nord installées par les Américains à la suite de Darlan, qui a été, je le rappelle, assassiné en décembre 1942 par un résistant royaliste. Les premières et deuxième DFL avaient eu le mauvais goût de rallier à elles beaucoup de jeunes volontaires, d'évadés et même de soldats de l'armée d'Afrique qui préféraient combattre avec eux que de rester dans une unité ex-vichiste. Et donc ils sont envoyés en Libye pour officiellement s'organiser en vue des prochains combats. Et donc ils se retrouvent à Sabrata, dans les ruines romaines, et ils vont écouter Germaine Sablon, qui était l'interprète du chant des partisans et qui va d'ailleurs s'engager à la première DFL comme infirmière et qui leur fait un concert. Exemple de réception par l'art, sinon la littérature. Mais ces combattants ont eux-mêmes été, je l'ai dit, des auteurs. Alors, on peut se dire qu'ils n'avaient pas le temps, ils combattaient. Alors, il ne faut pas oublier d'abord que certains combattants ont eu des mutations. Je l'ai indiqué pour Robert Victor. Je pourrais donner d'autres exemples. Et puis, il y a eu d'autres possibilités pour eux d'écrire, même quand ils étaient combattants. Leur unité pouvait être mise au repos. Ils pouvaient, quand ils étaient marins, leur bâtiment pouvait être en cale sèche. Ils pouvaient être en période de formation, de permission. Si on prend le cas de Romain Gary, lui a écrit, d'après son propre témoignage, son premier roman, Éducation européenne, la nuit, entre deux missions. Je vais vous citer également un exemple qui est Louis Danielou, qui est engagé sous le nom de Clamorgan, qui était le nom de sa mère. Danielou était un Breton. Il s'évade de France au début de l'année 1941 par l'Afrique du Nord et Gibraltar. Il s'engage dans les forces navales françaises libres et il va en fait servir sur la Manche, sur des petits navires, des chasseurs qui servaient à protéger les convois entre 1941 et 1942. Et en parallèle, il publie des textes. Donc vous voyez ici Noël 1940 en Bretagne, qui est publié dans Sao-Braise, qui était, je vous avais parlé de la revue des Bretons, de l'association des Bretons de la France libre, c'était l'organe de cette association. Et donc, cette nouvelle est intéressante parce que le père de Louis Danielou était maire d'une commune en Bretagne. Et de fait, cette histoire raconte comment l'histoire commence un peu comme Le silence de la mer, c'est-à-dire un officier allemand à demeure dans une famille française, en l'occurrence chez M. Brézé-du-Loup, maire d'une commune bretonne. Mais la comparaison s'arrête là, parce que l'officier est tout sauf sympathique. Et donc, je ne vous dévoile pas la fin, mais notamment, il veut obliger les marins bretons à servir dans des manœuvres allemandes sous drapeau allemand, ce qui évidemment aurait été de la
collaboration avec l'ennemi. Ce qui pouvait évidemment valoir, c'était un crime de guerre. Donc, je continue avec un deuxième texte, Jeanne 1942. Alors, ce texte est également intéressant. C'est un texte qui est influencé par Péguy, par le mystère de la charité de Jeanne d'Arc, l'un des textes les plus célèbres de Péguy, qui raconte l'histoire évidemment de Jeanne d'Arc. Et Danielou reprend la forme d'un poème dramatique sous la forme de versets, et il imagine Jeanne au paradis, assistant à la défaite de la France, et comme la Jeanne de Péguy, un peu colérique, s'énervant de voir des Français collaborer. Et songeant, Dieu, s'il pouvait m'envoyer sur terre, je pourrais sans doute faire quelque chose. Enfin, le midship, qui reprend effectivement son expérience de chasseur sur la Manche. Par ailleurs, nous avons aussi un autre exemple de combattant qui est Henri Boget, dont vous voyez ici le poème qu'il écrit quand il est après sa blessure en Italie, à l'hôpital de Bagnoli, près de Naples, où il raconte effectivement... Il est intéressant ce poème parce qu'il montre l'ambiguïté de la situation des Français libres. À la fois le sentiment de l'exil, la volonté de retrouver les siens, et dans la dernière strophe que je vous lis, après, je prierai Dieu pour qu'il m'emparadise dans des Saharas de lumière. Je serai le sable et le vent, je serai la poussière que le désert immortalise. J'y serai le sable et le vent comme un vagabond sans valise, attend que renaisse l'aurore. C'est-à-dire que pour ces combattants, la France libre a été une grande aventure, a été l'occasion d'échapper à la tutelle des parents, à la tutelle des adultes, d'être libre malgré les officiers, et de découvrir des espaces dont ils n'avaient pas idée. En l'occurrence, pour Henri Boget, il a découvert l'Afrique, il a découvert les Africains. Si vous lisez son témoignage sur sa guerre, il montre un grand intérêt pour les tirailleurs qu'il a eu à commander. Et toute sa vie, il a été marqué par cette expérience. Il a travaillé plusieurs années en Afrique. C'est le cas de beaucoup de Français libres. C'est une expérience de ce point de vue que les résistants de l'intérieur n'ont pas pu avoir. Parce que de fait, ils étaient restés au plus près. La France libre, donc, c'est un esprit. Pour beaucoup de combattants, la France libre, ça a été une famille de substitution parce que, comme je l'ai dit, ils étaient loin de leur famille. Ils ne pouvaient dès lors, il y a toujours un esprit militaire, mais dès lors qu'ils étaient condamnés à mort, ils n'étaient pas sûrs de pouvoir retrouver leur pays. Et c'est vrai qu'ils ont surinvesti émotionnellement dans la France libre, ce qui fait qu'ensuite ils sont restés très soudés. Ce qui explique aussi que quand, au moment de la fusion, au moment où ça s'est si mal passé, on parle généralement de querelle des généraux pour évoquer le conflit entre De Gaulle et Giraud. En fait, c'est bien plus qu'une querelle des généraux, comme le montrent les chants anti-girodistes qui ont pu être composés en 1943-1944. Ici, le mousquetaire, qui est le moins méchant. Vous voyez Vieux Moustachi à la poitrine plate. Les Moustachis, c'était le surnom qu'ils donnaient des girodistes en référence aux moustaches très protubérantes du général Giraud. Oui, en l'occurrence, celle du général de Gaulle était beaucoup plus fine. Romain Gary est à citer pour donner l'esprit des Français libres. Nous avions des irréguliers, un certain côté desperado, boucanier, et en conséquence, évidemment, la discipline n'était pas notre caractéristique principale. Dès qu'on nous empêchait de nous battre, la seule justification de notre désertion, nous devenions ingouvernables. Le général de l'Armina, admirable écrivain, nous soutenait le moral par des ordres du jour dignes de Victor Hugo. Nous ne tenions au fond qu'à coup de littérature,
Entendez par là tout ce que les Français savent se raconter sur eux-mêmes, de Jeanne d'Arc à Napoléon. Donc cette camaraderie virile implique aussi une pudeur à évoquer les souffrances au combat et une certaine prédilection pour l'esprit potache, dont témoigne ce récit écrit par François Garby, Les horrifiques chroniques de l'ost du pays de Tchad dans la guerre de Érythrée, qui est un récit de la campagne d'Érythrée dont il avait été question ce matin, mais à la façon de Froissart pour la geste chevaleresque et de Rabelais pour l'humour, le côté truculent et aussi pour un certain nombre de grivoiseries. Je n'en dis pas plus. Donc, ce texte a été écrit immédiatement après la campagne d'Érythrée, à un moment où la brigade française d'Orient était au repos. Et il a été lu devant ses camarades lors d'un gala. Et ça a tellement plu aux gens que quand les Français libres se sont retrouvés en Syrie, en l'occurrence en Palestine d'abord, avant la campagne de Syrie, eh bien, Garby a publié à compte d'auteur un certain nombre d'exemplaires qu'il a distribués à ses camarades. Et comme vous voyez, il a repris les signes gothiques pour faire plus vrai que nature. Donc, il y a un aspect de la France libre qui n'est pas à négliger, c'est le fait que c'est un mouvement patriotique qui, au départ, est assez réticent à l'égard de la politique et de la République, au moins dans la première phase de 40-41. Il faut savoir que le tournant démocratique de la France libre, c'est avril 1942, avec la déclaration au mouvement du général de Gaulle. Mais dès l'automne 1941, on a les prémices, les premiers signes de ce virage démocratique. Dans cette première phase de la France libre, les symboles républicains ne sont pas spécialement mis à l'honneur. Vous voyez ici, à votre gauche, la croix de la Libération qui allie la croix de Lorraine, qui, dans l'esprit du général de Gaulle, évidemment, représente Jeanne d'Arc, est associée à l'idée de Jeanne d'Arc, et l'épée qui correspond au fameux discours du 13 juillet 1940 du général de Gaulle, qui explique « Puisque ceux qui avaient le devoir de manier l'épée de la France l'ont laissé tomber, brisé, moi j'ai ramassé le tronçon du glaive. » Donc on a une image ici qui évoque effectivement le côté chrétien, le côté chevaleresque, pas tellement le côté républicain. À votre droite, vous avez en revanche la couverture de Pour la France libre qui est publiée en Argentine. Alors en Amérique latine, il n'y a pas de problème. Pour eux, la France et la République, c'est la même chose. Et Guérin va être le premier, Albert Guérin, qui est le fondateur et le président du comité de la France libre locale, eh ben, il va mettre en couverture la Marseillaise de Rude. Et de fait, ça va être repris par d'autres journaux. Mais ce n'est effectivement qu'après 1942 que, par exemple, liberté, égalité, fraternité va apparaître partout dans la France libre. Avant, c'est honneur et patrie. Un exemple de cette absence d'unanimisme, vous avez ici dans Ça au Braise, le fameux bulletin des Bretons de la France libre, La chasse au loup. Cette chanson, si vous voyez le post-scriptum qui est en dessous, vous voyez marqué « Chant composé en 1793 ». Alors c'est une erreur. Il a été publié en 1901 par Théodore Botrel, qui est un chanteur-compositeur de fin 19e, début 20e siècle. Mais c'est un recueil de chants qui évoque effectivement les guerres de l'Ouest au moment de la Révolution française. Donc chant composé en 1793 et qui est revenu d'actualité, les Bretons ayant en effet, contre les Allemands, repris les méthodes inventées durant la chouannerie. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on est en 1941. Le 20 octobre 1941, un lieutenant-colonel commandant les forces d'occupation de Loire-Inférieure est assassiné par un commando de résistants communistes. Et que disent les auteurs? C'est en fait un vieil esprit de résistance à l'occupant des Bretons.
Parce que si vous regardez la revue dans sa totalité, pour ces Bretons de la France libre, la résistance à l'occupant, pour les Bretons, ça fait partie de l'ADN des Bretons depuis l'occupation romaine. Et donc, depuis la Révolution aussi. Et donc, ils assimilent en fait l'assassinat d'un officier allemand avec l'exécution des Bleus par les Chouans pendant les guerres de Vendée. Donc vous voyez qu'on n'était pas parti forcément sur une unanimité républicaine. Donc, oui. Donc, mais je voudrais pour conclure vous lire quand même des extraits d'un texte pour montrer de l'Armina qui vous montre que finalement ça partait de loin, mais que c'est arrivé à une vérité. Hop là, je vais reprendre. C'est que les Français libres... J'ai terminé après. Les Français libres ont horreur de ce qui atteint la dignité de la nation, la dignité des Français. Ils répudient à ce titre les gouvernements de dictature, fascistes ou paternalistes, parce que contraires à la tradition nationale, aux vœux de la nation, oppressifs des libertés, trop facilement tournés au profit d'une classe. Ils ont librement réfléchi aux causes de nos désastres et ils ne veulent plus de ces causes, l'égoïsme social, un régime politique où l'égoïsme des partis l'emporte sur l'intérêt national. Ils ont compris librement que la France meurtrie ne pourra renaître que dans une France, que dans une grande collaboration fraternelle de tous les Français, dont la base devra être une grande justice sociale. Le mot fraternité a pris tout son sens pour eux, pendant des années d'épreuves en commun, librement acceptés pour un idéal commun. Ils veulent que la France renaisse dans la fraternité. Les Français libres ont librement compris que la France avait été écrasée en 1940 parce que, avant-garde des nations à esprit, à idéal démocratique, elle s'était trouvée isolée sur son propre continent. Puissance européenne, la France doit avoir une politique européenne librement déterminée par elle en fonction de ses intérêts propres et de ceux de l'Europe et non pas de ceux d'un autre continent. Les Français libres ont voué une haine sans merci à l'Allemagne et à son ordre européen basé sur la domination oppressive du peuple des maîtres. Ils veulent une Europe libérée de la peur, purgée de l'idéologie raciale, et ils pensent que leur pays doit en être une pièce maîtresse. Je pourrais conclure enfin sur le fait que dans l'art et la littérature, dans les camps, les prisons et les camps d'internement et les camps de déportation, on a eu aussi un art de survie, que dans les prisons et les camps d'internement, il y avait une plus grande tolérance, alors qu'il n'était pas tout le temps la même. Il faut, pour chaque camp, pour chaque prison, il faut voir, en fait, pour chaque camp d'internement en France, il faut voir qui était le directeur, qui était le personnel pénitentiaire. Et en fonction de la période, on a une plus ou moins grande tolérance, mais une possibilité d'expression de l'art et de la littérature. Dans les camps de déportation, en revanche, en Allemagne, il faut savoir que faire de l'art, résister par l'art et la littérature était interdit. Et donc, résister par l'art et la littérature ne pouvait se faire que caché. Ce qui signifie que toutes les œuvres qui ont été conçues dans ces conditions sont un pur miracle. Je vous remercie. Merci Sylvain.